Sadhguru, à notre époque, on assiste à la prolifération de beaucoup de gourous spirituels. En tant que chercheur sur ce chemin, comment reconnaître mon gourou? Il vous arrive de poser vos yeux sur un seul dans votre vie, vous êtes très chanceux. Ou en avez-vous vu beaucoup? Je ne sais pas. C'est juste que quiconque lit 2 chapitres de la Bhagavad Gita peut devenir un gourou. Quiconque connaît un chapitre de la Bible peut devenir un gourou. Quiconque a lu la moitié d'un livre peut devenir un gourou. Si vous parlez de ça, c'est autre chose. Ou toute personne qui est simplement prête à vous donner un grand espoir que je vais m'occuper de tout dans le monde, malheureusement, passe pour un gourou. On a eu trop de gens comme ça sur la planète, et en particulier dans notre pays, qui nous ont promis « Ne vous inquiétez pas, je suis là, tout ira bien ». N'est-ce pas? À tous les âges, ils l'ont dit, n'est-ce pas? Mais les gens ont continué à se débattre avec leur vie quotidienne, comme d'habitude. Il y a tellement de gens qui vous ont béni et béni et béni. Et malgré ça, dans ce pays, la moitié des gens n'ont pas de nourriture dans l'estomac. Malgré ça, on ne sait même pas comment vivre comme des êtres humains de base. N'est-ce pas? Donc, si quand vous dites « gourou », ce que vous appelez « gourou », c'est tout un cirque de gens. Toutes sortes de gens qui offrent du réconfort. Les gens qui offrent du réconfort, au mieux, vous pouvez les appeler des saints. Ils ont un certain caractère agréable. Ce sont des êtres humains agréables. Ils sont bien plus agréables que les gens ordinaires dans la rue. Et ils ont de bonnes intentions. De bonnes intentions et une nature agréable ne font pas de vous un gourou. Peut-être qu'on peut appeler cette personne une personne sainte, quelque chose comme ça. Un gourou n'a pas forcément à être agréable. Voyez, je ne le suis pas. Pas forcément à être agréable parce que ce n'est pas son intention d'être doux avec vous. Son intention est de vous éveiller, pas de vous endormir. Si je suis très doux avec vous, vous allez vous sentir heureux et vous endormir. Un gourou est quelqu'un qui perturbe les aspects fondamentaux en vous. Toutes sortes de conclusions que vous avez tirées, il perturbe tout en vous. Il ne vous laisse pas dormir. Il n'est pas un marchand de réconfort. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider à vous libérer. Maintenant, le réconfort est encore une fois un effort pour survivre sur la planète, n'est-ce pas? Oui. Le réconfort psychologique n'est que votre survie psychologique ici, n'est-ce pas? Si la survie est tout ce que vous cherchez, vous ne devriez pas chercher un gourou. Vous devriez chercher des marchands de réconfort. Vous cherchez un gourou seulement quand vous êtes prêt à vous éveiller, quand vous êtes prêt à vous transformer, quand vous êtes prêt à laisser tomber vos limitations et à entrer dans d'autres dimensions de la vie. Si un tel désir n'est pas venu, encore, ne vous préoccupez pas des gourous. Établissez-vous quelque part, allez au cinéma, mangez de bonnes choses, faites une promenade sur la plage, ça va aider. Maintenant, comment reconnaître mon gourou? Ne cherchez pas votre gourou, ok? Approfondissez juste le désir en vous. Quand vous connaîtrez la douleur, quand vous connaîtrez la vraie douleur de ne pas savoir, quand vous connaîtrez la douleur de l'ignorance, alors un gourou arrivera. Vous n'avez pas à chercher.
Même si je le vois, comment est-ce que je le reconnais? Si vous vous asseyez avec lui, tout en vous devrait se sentir menacé. Vous voulez vous enfuir, mais il y a quelque chose en vous qui continue à vous attirer vers lui. Vous ne voulez pas être là, mais il y a quelque chose en vous qui continue à vous attirer dans sa direction. On peut assumer que c'est votre gourou. Si vous ne vous sentez pas menacé par lui, si vous vous sentez très à l'aise avec lui, alors il n'est pas votre gourou, c'est peut-être votre ami. C'est peut-être un homme bon. Vous devriez peut-être chercher ses bénédictions, mais ce n'est pas votre gourou. Parce que si vous choisissez, vous allez choisir ce qui vous plaît, n'est-ce pas? Oui. Si vous choisissez, qu'allez-vous choisir? Vous allez choisir ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît toujours? Ce qui conforte votre ego, ça vous plaît. Ce qui perce votre ego, ça ne vous plaît pas. Quiconque conforte votre ego est votre ami, n'est-ce pas? Quiconque titille votre ego est votre ennemi, n'est-ce pas? Donc, si votre gourou aussi est quelqu'un qui conforte votre ego, ce n'est pas un bon gourou. Si vous vous asseyez avec lui, vous devriez vous sentir menacé. Mais si vous êtes quand même attiré vers lui, c'est votre gourou. Avez-vous de l'espoir pour l'avenir? Vous avez vu comment cela se passe dans différents endroits? La nature humaine peut être la même, mais comment cela va-t-il se passer à l'avenir? Y a-t-il une quelconque... Prédiction? Que va-t-il se passer à l'avenir? Oui. Vous voyez, si tout mon truc c'était de faire des prédictions, alors pourquoi ferions-nous tout ce travail? Peu importe à quel point la situation paraît sombre en ce moment, ne sous-estimez jamais ce qu'il y a dans un cœur humain. Ce que les gens veulent vraiment, ne sous-estimez pas cela. En l'espace de 10 ans, le monde entier peut juste être changé en une toute autre possibilité, vous savez? C'est juste que les gens ont besoin d'être secoués suffisamment pour les mettre en marche. Mais quand ils se mettent en marche, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ils peuvent faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu sur la planète jusqu'à présent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, n'essayez pas de prédire l'avenir. Voyez quel genre d'avenir vous voulez créer. Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de prédire l'avenir? Je veux que vous vous fixiez un objectif. Avant de mourir, je veux laisser ce monde meilleur d'au moins tant. Cela ne serait-il pas mieux? Oui. Au lieu de prédire l'avenir, pourquoi ne vous fixez-vous pas un objectif pour vous-même? Avant de quitter ce monde, je veux faire au moins tant de bien. Si nous tous fixons un tel objectif, à coup sûr, il y a un avenir merveilleux devant nous, n'est-ce pas? On espère que les étoiles vont nous guider. Les étoiles sont des roches muettes et inanimées. Ok? Vous êtes censés avoir un cerveau et de l'intelligence, elles n'ont pas tout ça. Elles sont loin, mais ce sont juste des roches muettes et sans intelligence, n'est-ce pas? Oui ou non? Juste parce qu'elles sont loin, ça ne veut pas dire qu'on doit leur accorder autant d'importance. Elles ne guident pas nos vies. La destinée humaine est entre les mains des humains. La façon dont on la gère, c'est ce qu'elle va devenir. Si on la gère de façon sensée, à coup sûr, il y aura des lendemains merveilleux. Si vous la gérez de façon insensée, à coup sûr, il y aura des lendemains terribles, n'est-ce pas? Alors ne prédisez pas. Les prédictions sont une insulte pour l'humanité. Toutes les prédictions sont une insulte terrible pour l'humanité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire que ce qu'est un être humain ne vaut rien. Toutes ces bêtises ont lieu simplement parce que vous n'avez pas réalisé l'immensité d'être humain.
à quel point c'est immense d'être un être humain. Cela n'a pas été réalisé. Il y a des histoires magnifiques en Inde, vous avez dû en entendre parler. En Inde, il y a des histoires comme ceci. Si les dieux ont un quelconque problème, s'ils ont des soucis, ils vont descendre pour rencontrer les sages et les saints, pour être conseillés et guidés. Vous savez cela? C'est juste pour vous dire qu'un être humain peut s'élever à un niveau tel que même les dieux vont devoir lui demander conseil. Juste pour vous dire l'immensité d'être humain, ce que ça signifie. Donc, si vous réalisez l'immensité d'être un être humain, alors vous n'allez pas prédire, vous allez créer. On a juste à créer, pas à prédire. Il y a deux sortes de gens. Certains, ce qui les intéresse, c'est de parler. Certains, ce qui les intéresse, c'est d'écouter. Vous devez décider ce qui est le plus sage. Certains, ce qui les intéresse, c'est de s'exprimer. Certains, ce qui les intéresse, c'est de percevoir. C'est la perception qui améliore votre vie, pas l'expression. Je sais que vous êtes un enfant de Freud, parce que la psychanalyse moderne et la psychiatrie ont dit que vous devez vous exprimer, autrement vous allez devenir fou. Vous allez exprimer votre folie, c'est le plus grand problème dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer sa folie dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer ses limitations dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer ses préjugés et ses opinions dans le monde. À quoi sert cette expression, je vous le demande? Les oiseaux tweetent, c'est un peu plus agréable que tous ces humains qui tweetent. Maintenant, l'expression est comme une dépense de vie, elle la disperse. La perception est un accroissement de la vie. Cette vie, pour vous, doit consister à l'accroître, pas à la dépenser. Je veux que vous regardiez cela. À cet instant de votre vie, asseyez-vous juste et regardez simplement toutes les choses qui se sont exprimées à partir de vous. Retirez le contexte social, regardez-les juste en tant que vie. Vous êtes né un jour et vous allez mourir un jour. Entre les deux, toutes les choses que vous avez dites et faites et exprimées, quel sens cela a-t-il? Quelle valeur ça a pour la vie? Pour votre vie ou la vie de quiconque? Ok, à cet instant, je peux dire quelque chose et impressionner quelqu'un ici, peut-être que je peux enseigner quelque chose à un enfant et... vous savez, l'aider à apprendre quelque chose, à mieux vivre, n'importe. Mais en termes de vie existentielle, en tant que fragment de vie, qu'est-ce que ça signifie, toutes les choses que j'ai exprimées? Ça ne signifie rien. Mais tout ce que vous avez perçu va faire que cette vie ira loin. Si vous voulez exprimer le peu que vous avez déjà perçu, je dirais, attendez. Cette fébrilité est... vous savez, dans le monde entier maintenant, c'était un phénomène américain, mais maintenant c'est partout. Tout le monde est fébrile. Avant, à 20 ans, ils veulent que leur vie soit faite. Tout ce que vous pouvez faire dans votre vie doit être fait, parce qu'il y a une fébrilité, à vouloir être... une peur de ne pas arriver à vous exprimer. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de ne pas vous exprimer, parce que si vous approfondissez votre perception, votre expression a lieu, pas verbalement, pas à travers vos actions. Ça devient une expression akashique. Ce sont les seuls qui vivent. Aujourd'hui, dans mon expérience, si je suis simplement assis ici, pour moi, que ce soit Adi Yogi,
ou Krishna, ou Bouddha, ou n'importe qui, n'importe quel yogi qui a vécu au-delà de sa nature physique. Ils sont tous présents pour moi ici, ils sont vivants ici. Ils ne font pas partie du passé. Quand je parle d'eux comme s'ils étaient ici, parce qu'ils sont ici. Si vous effectuez une action avec votre moi physique, elle laisse un certain sillage dans l'existence, et puis il s'efface. Si vous faites quelque chose de puissant avec votre mental, ça laisse un plus grand sillage, mais il va s'effacer au bout d'un moment. Si vous faites réverbérer votre énergie physique d'une certaine manière, ça va laisser un bien plus grand sillage qui a une bien plus longue durée de vie, et puis il meurt. Mais si vous faites quelque chose au-delà de ça, si vous faites quelque chose avec votre conscience fondamentale, alors le sillage que vous laissez est pour toujours. Quand la planète disparaît, vous savez, le système solaire a sa propre durée de vie, quand il va imploser ou exploser, peu importe comment, même quand la planète disparaît, ce que certaines personnes ont laissé ne va pas disparaître. Vous avez entendu parler de Markandeya? Markandeya a vécu la destruction du système solaire et est revenu. Parce que ce que vous faites avec votre conscience ne meurt pas quand le physique meurt. Quand je parle de la mort du physique, je ne parle pas de la mort d'un individu, même quand le système solaire meurt, quand l'univers meurt, quand toute la galaxie meurt. Ce que vous avez fait au niveau de votre conscience ne va pas mourir, ça laisse un sillage pour toujours, est toujours disponible pour n'importe quel être, de n'importe quelle nature, qui a la perception nécessaire. Pour cet être, ce sera toujours disponible. Donc, ne focalisez pas votre vie sur l'expression, ce sera du gâchis. Percevoir. Puisse cette vie être une vie entière de perception. Toute sadhana est tournée en grande partie vers la perception. En ce moment, il y a un programme de formation d'enseignement en cours, on leur demande d'exprimer quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. C'est un chemin dangereux. Je les mets constamment en garde. Un enseignant doit être alerte. Autrement, l'ignorance va prendre une forme éveillée, ce qui est très très dangereux. C'est ce qui a lieu partout. C'est ce que les livres et Internet font aux gens. Ne sachant rien, vous savez tout, ok? Donc, l'une des choses les plus importantes si vous voulez construire votre moi akashique, avec une certaine force et une certaine présence dans votre vie, une chose c'est que la raison pour laquelle les gens entrent en silence pendant des années, c'est pas d'expression que de la perception. Parce que pouvez-vous exprimer? Écoutons ce que la création et la source de la création ont à dire. On doit écouter, on doit percevoir, pas exprimer. Donc la sadhana est largement, à 95%, elle est tournée vers la perception. Si on veut la tourner vers l'expression, on peut facilement le faire. Mais les gens vont commencer à exprimer toutes sortes de limitations qu'ils ont. Les limitations que vous avez, le mieux c'est qu'elles ne s'expriment pas, parce que ça pollue tout ce qui vous entoure. Je ne dis pas que vous allez répandre de mauvaises pensées, ou de mauvaises émotions, de la mauvaise énergie, non. Le limité est le plus grand poison. Ce n'est pas que vous devez faire quelque chose de négatif. Les limitations sont la base de votre souffrance. Les limitations que les gens ont répandues, les pensées limitées, les émotions limitées, les expériences limitées, sont le plus grand poison que les humains aient avalé. Moins elles s'expriment, mieux c'est. Si elles ne s'expriment pas du tout, c'est super. Il y a des gens ici qui font leur sadhana depuis 25 ans. On ne les laisse pas parler, même une seule fois. Parce qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Ils doivent juste approfondir leur perception pour toujours, parce que ce que vous avez besoin de percevoir est des trillions de fois, des trillions de fois plus grand que ce que vous pouvez exprimer.
C'est absolument nécessaire pour créer une situation saine. Les filles ont besoin d'être protégées, maintenant les garçons aussi ont besoin d'être protégés. J'ai visité une famille, et il y avait plus de 430 personnes. Ils les éduquaient sur leur biologie sans en faire une affaire d'éducation sexuelle. Il y a des abus à différents niveaux, il y a des impostures. Ils obtiennent toutes sortes d'informations tout en ligne. Comment mener la chose de façon digne est quelque chose qui doit être dit. On dit de vous que Sadhguru peut parler d'absolument tout. Vous avez récemment parlé d'éducation sexuelle et de... Je n'en ai pas parlé, quelqu'un a fait un film. Oui, exact. C'était sur le film OMG 2. Donc parlez-moi de ça. Quelle pertinence, quelle importance et qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'était une culture dans laquelle les familles... Pas ma famille, mais je suis allé dans... J'ai visité des familles où, quand j'y suis allé, il y avait plus de 430 personnes dans une seule famille, dans une grande maison à Gokarna, dans le Karnataka. J'ai passé 3 jours avec eux, c'était une expérience incroyable de voir comment le travail est réparti, comment tout se passe. Et un homme, ce qu'il dit, tout le monde le suit. Dans le monde d'aujourd'hui des familles nucléaires, on ne peut pas imaginer vivre comme ça. Mais ils vivaient tous comme ça. Les enfants, jusqu'à l'âge de 12, 15 ans, ils ne savent pas qui sont leurs parents biologiques. Ils courent juste partout. Quand ils grandissaient comme ça, pour les garçons, il y avait beaucoup de membres masculins, pour les filles, il y avait beaucoup de femmes derrière elles. Ils les éduquaient sur leur biologie, sans en faire une affaire d'éducation sexuelle. Naturellement, du fait du processus de la vie, comme il y a tellement de gens dans la famille, les filles ont besoin d'être protégées. Maintenant, les garçons aussi ont besoin d'être protégés, malheureusement. Mais à cette époque, les filles ont besoin d'être protégées, donc ils les éduquaient, qu'est-ce que leur corps, comment elles doivent se comporter, ce qu'elles doivent faire, elles ne doivent laisser personne faire ci, ça, toutes ces choses. Naturellement, les grands-mères et les autres s'exprimaient. Si la mère était un peu gênée de parler à sa propre fille, il y avait des tantes et des grands-mères et des grandes tantes et toutes sortes de gens qui leur parlaient facilement. Donc cela avait lieu naturellement. De toute façon, ils se mariaient quand ils atteignaient 14, 15 ou 16 ans maximum. Donc tout ce qu'ils doivent savoir, ils le savent. Donc la vie a simplement lieu comme ça. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où tout le monde doit s'éduquer soi-même. Ça veut dire minimum 23, 24 ans. Donc leur puberté a peut-être lieu à 12, 13 ans, mais il y a un espace de 10, 12 ans où beaucoup d'entre eux ne vont peut-être pas comprendre les choses tout seuls. Donc quelqu'un doit leur dire. Qui doit leur dire? C'est une famille nucléaire. Seuls le père et la mère sont là, personne d'autre, et ils sont pris par leurs trucs. Et surtout, ils ne sont peut-être pas capables de communiquer ces choses comme il faut. Ils vont peut-être devenir très gênés, et l'enfant peut devenir très gêné. Ils ne seront peut-être pas capables de se faire face s'ils parlent de choses comme ça. Dans la culture indienne, c'est encore comme ça. Et par-dessus tout, les mariages étaient... Comme c'était des mariages arrangés, les parents vérifiaient qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, et ensuite ils l'arrangeaient. Et avec cette confiance à la fois, les garçons et les filles se fiaient à cela, sans même voir la fille. Je sais que beaucoup de mes oncles et autres se sont juste mariés sans voir la fille, parce qu'ils avaient confiance. S'ils disaient « non, c'est une jolie fille », ils disaient « ok ». S'ils disent que c'est une fille bien, c'est une fille bien, c'est tout. Parce qu'ils pensaient toujours « leur jugement est meilleur que le mien ». Mais ce n'est pas l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, à l'âge de 12, 13 ans, ils sont en ligne. Ils ont des amis sur les réseaux sociaux, toutes sortes de choses. Il y a des abus à divers niveaux, il y a des impostures. Tout récemment, ils ont sorti une loi. N'importe quel abus, ce sera 10 ans de prison. Donc ça, c'est pour l'époque dans laquelle on est. Peut-être que dans 50 ans, on n'aura pas besoin de telles choses. Mais en ce moment, notre société en a besoin parce que ce n'est que la première génération, une génération crédule qui arrive dans un monde qui ne leur est pas familier, qui passe d'une structure organisée à une structure grande ouverte. Il y a beaucoup d'abus. Donc, quand c'est comme ça, éduquer quelqu'un sur sa propre biologie, quelle est la nature de ta biologie? Pourquoi tu te sens comme tu te sens? Comment mener ça de façon digne, c'est-à-dire digne pour toi et les personnes autour de toi, est quelque chose qui doit être dit. Autrement, ils vont faire des choses folles. Par-dessus tout, ils vont se faire du mal, ils vont se sentir coupables, ils vont lutter, tout ça. J'ai le sentiment que toute éducation est une bonne éducation. Sur tout ce qui est nécessaire, il faut éduquer, autrement comment ça va se faire? Quelle forme d'éducation? Ce mode change de temps à autre.
En ce moment, cette charge est tombée sur l'école, parce que la structure familiale n'est plus aussi organisée qu'elle ne l'était. Elle s'est réduite à juste 2 ou 3 ou 4 personnes. Donc c'est très difficile de faire ce genre de choses-là, à moins qu'ils aient construit ce genre de relation. Beaucoup de parents le font, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc je pense que la charge revient clairement au système éducatif. Mais en même temps, c'est le genre de choses qui doivent être dites à l'enfant par quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un d'autre qui ne compte pas pour toi, s'il vient te dire toutes ces choses, je ne pense pas que ça va marcher. Donc créer ces personnes à l'école en qui les enfants ont confiance, à qui ils peuvent parler de ces choses, et avec qui les enfants seront assez ouverts pour poser les bonnes questions, je pense que c'est très nécessaire pour créer une situation saine, en particulier pour créer de la sécurité pour les jeunes filles durant leur adolescence, et de la sécurité par rapport à diverses maladies et autres qui se propagent. Autrement, ils obtiennent toutes sortes d'informations en ligne, ils recherchent tout, et quiconque les guide, c'est comme ça que ça se passe. C'est mieux qu'au moins une personne responsable dise, même si tu ne l'aimes pas. Au moins une personne, si elle fait une erreur, elle peut être tenue pour responsable. En ligne, on ne peut tenir personne pour responsable, mais c'est nécessaire dans la société parce que on est une société à la croisée des chemins. C'est la première génération de femmes qui sortent de chez elles pour aller travailler. Elles ont besoin d'être éduquées, elles sont peut-être adultes, mais malgré ça, beaucoup d'entre elles n'ont aucune idée de la façon dont marche le monde, et elles peuvent être très facilement dupées, ça a lieu tous les jours. Et les filles plus jeunes sont probablement mieux éduquées que celles un peu plus âgées, parce qu'elles ont probablement plus accès à l'information. Je pense que c'est très nécessaire pour la sécurité des femmes, un comportement responsable de la part des jeunes hommes, toutes ces choses. Non pas que tout puisse être résolu, mais c'est clairement mieux s'ils sont éduqués là-dessus, plutôt que de jouer à cache-cache et d'apprendre ça dans la rue.